Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Pendant une heure, nous allons commenter l'actualité avec Geneviève Gotzinger. Bonjour Geneviève. Bonjour communicante, présidente de l'agence Image avec 2G, communicante spécialisée en communication politique. Jean-Luc Benamias, bonjour. Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Pascal Bataille qui est avec nous également, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour. Et Sophie de Menton, je ne sais pas si elle est là. Mais absolument. Mais bonjour Sophie. Sophie. Vous ne voyez pas Valérie? Non, je vous voyais pas, Sophie. Je vous vois. Sophie qui est à distance. Voilà, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Beaucoup de sujets ce matin. Il y a des jours avec, des jours sans. Là aujourd'hui, on a le choix. Elisabeth Borne, grande interview dans le Figaro ce matin. Détermination, c'est le mot qui revient le plus dans cette interview. Donc, elle n'a pas visiblement envie de partir. Le fonds Marianne avec Marlène Schiappa qui, visiblement, a un peu perdu la mémoire. Elisabeth Borne qui est prête à revoir les titres de séjour pour les métiers en tension. Et puis, évidemment, ce drame en Méditerranée. Plus d'une centaine de morts au large de la Grèce. On reviendra sur tous ces sujets. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alors, Pascal, c'est un coup de gueule footballistico-politico. Voilà. Oui, c'est surtout, une fois de plus, malheureusement, notre hyper-président qui se sent obligé de se mêler de tout, y compris des choses qui ne le regardent pas, et d'essayer de récupérer sur le terrain footballistique quelques points de notoriété qu'il perd par ailleurs, et il essaie désespérément d'exister positivement. Donc là, maintenant, il se mêle en essayant sans doute d'en retirer ensuite le bénéfice et la gloire si jamais cela se passait favorablement. Il essaie d'influer sur le maintien de Kylian Mbappé au PSG. Ouais. Je trouve que il est totalement hors de son rôle et c'est malheureusement assez fréquent et on l'attendrait sur d'autres sujets que celui-là. C'est une affaire privée que à la limite il s'agirait d'une affaire concernant l'équipe nationale de football. Je veux bien que le président de la République s'en préoccupe. Là, il s'agit d'une affaire privée avec des intérêts totalement privés entre le Qatar et Kylian Mbappé et sa famille. Et à part effectivement essayer de récupérer quelques points vous croyez qu'il y a une intention de se faire mousser. Voilà, je trouve qu'Emmanuel Macron est une nouvelle fois décevant dans le choix de ses priorités. Jean-Luc, ça vous dit quoi? J'avais à peu près le même sujet. Donc, ah bon? Ouais. C'est totalement n'importe quoi quand on connaît un peu le milieu du football. Mbappé est en fin de contrat en 2024. Donc ça joue sur des centaines de millions d'euros. C'est-à-dire que si Mbappé reste un an de plus, il partira en fin de contrat. Ça veut dire que le Qatar et ceux qui dirigent le Paris Saint-Germain ne toucheraient pas un centime. Donc tout le débat est là et Emmanuel Macron le sait extrêmement bien. Après, on sait que Mbappé décidera lui-même dans sa carrière, qu'il mène très bien, ce qu'il aura à faire. Voilà, c'est hors sol complètement. Oui, alors c'est vraiment. En même temps, c'est la fuite des talents. Alors c'est intéressant parce que les talents, ils fuient de tous les côtés, les scientifiques, les chefs d'entreprise, etc. Donc, on peut considérer que c'est la fuite d'une sorte de talent. On peut considérer que c'est complètement consensuel parce que les Français attachent de l'importance à ça. Non. Et après tout, imaginons qu'il reste parce que Macron a essayé de faire quelque chose. Ça va pas lui prendre du temps. C'est pas méchant. Ça marchera pas. C'est une fiction. C'est très sévère. Non, c'est une fiction. C'est une fiction totale. Nous sommes dans le monde du football, le monde des ultra-millionnaires, des multimillionnaires, avec des chefs d'entreprise qui sont ultra-millionnaires dans les 20 plus grands clubs européens. Je dis 20, à peu près 15, 20. Non, c'est du bruit pour rien. Ça n'a
aucun sens. Non, mais juste, je voudrais replacer les... Comme l'a dit Pascal, c'est vraiment, c'est décaler l'actualité par rapport à un nombre de sujets. Mais attendez, vous êtes d'une injustice absolue. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Enfin, je suis pas une défenseur d'Emmanuel Macron. Mais enfin, il a été interpellé par un jeune fan de foot au salon Vivatech qui lui a dit alors Mbappé. Donc il lui répond, ça me paraît normal. Il a dit tout simplement, j'ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser pour qu'il reste. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Je m'en fous, ça m'intéresse pas, qu'il s'en aille. Non, il n'est pas obligé de répondre de manière mal. Il peut répondre peut-être juste la vérité, dire c'est pas malheureusement pas de mon ressort, j'aimerais bien qu'il reste, mais c'est pas de mon ressort. Se préoccuper, je sais pas, des migrants qui meurent. Je trouve que c'est une réponse à un jeune garçon. Il va pas lui dire administrativement le Qatar, nanana. Il répond bah oui, moi j'ai envie qu'il reste, ce qui me paraît normal. Je vous trouve injuste. Non, mais Valérie, moi aussi, Pascal, je trouve dur là. Hors contexte, je vous accorde ce point. Sauf que si c'était la première fois qu'il faisait ça, malheureusement, c'est un multirécidiviste du genre, y compris vis-à-vis de Mbappé et du PSG. Non, mais là, ça vient pas de lui. Encore une fois, ça vient pas de lui. Il répond à une interrogation, il répond à une question d'un jeune garçon. Il répond gentiment, il répond rapidement. Enfin, je trouve que vous forcez le trait. Surexploitation de la presse. Encore une fois, c'est vraiment du Macron-bashing un peu facile, Pascal. On va avancer. Jean-Luc Benamias, c'est bien, j'aime bien ce tour de table parce que ça nous ouvre aussi d'autres sujets. Jean-Luc, vous, c'est un coup de gueule contre les méga bateaux de croisière. Les bateaux de croisière qui sont, on le sait aujourd'hui, c'est valable en France, pour le Havre et pour Marseille, pour le port de Marseille, qui sont des énormes bateaux avec 8000 personnes dessus et qui génèrent une pollution atmosphérique gigantesque en arrivant sur nos ports. Alors c'est pas que sur nos ports, mais c'est un problème. Ça correspond à plusieurs centaines de milliers de voitures, de la pollution de milliers de voitures. Il y a des possibilités. Bon, moi, je suis contre ces méga bateaux, de toute façon, mais il y a des possibilités qui existent par rapport à ça. Pour éviter ces pollutions majeures qui polluent l'atmosphère de manière énorme par rapport aux populations qui vivent à côté, il y a des possibilités. Au moins, il faudrait obliger ces grandes compagnies, car il s'agit de très grandes compagnies, à faire que la pollution soit moindre. Mais sur le fond, en fait, ces bateaux dans la période, dans ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à la pollution en général et au changement climatique, n'ont plus aucune raison de continuer à exister, même si on continue à les fabriquer. Ouais. Non, mais vous avez raison. C'est vrai que c'est parfois impressionnant, effrayant et anachronique. On va passer à... Oui, Sophie, vous voulez réagir ? Même que je comprends ce que vous dites, ça s'appelle le tourisme de masse. Et ce tourisme de masse qui est croissant dans le monde, il est terrible partout. Il est terrible au Mont-Saint-Michel, terrible absolument partout. Et quant à ces bateaux, sachez d'abord qu'ils n'ont plus le droit d'accoster. Donc maintenant, ils restent assez loin et il y a des navettes. Non. Non, mais attendez. Ensuite, je suis d'accord. Sophie, ils ont le droit d'accoster. Moi, je les ai vus à Venise, c'est terminé. Mais je suis d'accord avec vous, sauf que, alors là, pardonnez-moi de réagir, mais qu'est-ce qu'on fait? On interdit ça, clac, on ruine, on empêche les gens de voyager, on ruine toutes les compagnies de bateaux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais en tout cas c'est moche et quand même anachronique. Allez, petite pause et on revient avec votre coup de gueule, Geneviève. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. On va avancer. Alors Geneviève, c'est un coup de gueule sur ce qui s'est passé hier. Dans le métro parisien, effectivement sur plusieurs lignes, à la fois la 4, la 13, mais également dans le RER. Alors la 4, c'est très embêtant parce que c'est quand même une ligne censée être automatisée et fonctionner bien, comme toutes les lignes automatisées, comme la 14, comme la 1. Et vous avez des centaines de voyageurs qui se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs heures quand même, ce qui est extrêmement angoissant, ce qui est très pénalisant sur le plan de la santé, que vous avez des problèmes respiratoires. Enfin, il faisait très chaud. Finalement, certains d'entre eux ont été évacués à pied par les rails. Enfin, donc, gros dysfonctionnement. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on est quand même là à un an à peu près des Jeux Olympiques.
Et on s'aperçoit finalement qu'on n'est pas du tout au point en termes de transport. On va avoir des centaines de milliers de personnes, de touristes qui vont déferler sur Paris pour assister au JO dans des conditions estivales qui sont celles qu'on connaît en ce moment, puisqu'on sera au mois de juillet. Et on risque de se retrouver la risée du monde entier avec si ce type d'événement, ce type d'incident entre guillemets, mais quand même d'incident assez grave se produit l'année prochaine. À commencer, ça me permet mon coup de gueule habituel par les aéroports. Aéroport de Paris, j'ai un ami qui est arrivé des États-Unis dans la semaine, qui m'a raconté il y avait 2 guichets d'ouverts, 5 avions, 1h30 de queue pour passer le contrôle des passeports. Lui a pu passer parce qu'il avait un Sky Priority, mais il n'a pas pu récupérer ses bagages puisque les bagages de ces gens qui attendaient depuis 1h30 s'entassaient sur les tapis. Donc les manutentionnaires ne pouvaient pas décharger les autres valises. Donc avec d'autres passagers, ils ont commencé eux-mêmes à retirer les valises des tapis. Donc on se dit mais comment c'est possible? Donc à la fois il y a défaillance, ça c'est la police de l'air et des frontières, et puis aéroport de Paris où quand on voit les escalators en panne et autres ne présage pas du meilleur effectivement pour notre pays. C'est effectivement ce qu'on vit tous quand on revient de voyage et qu'on atterrit à Roissy, qu'on se retrouve là encore dans une marée parlez humaine. Bien dans le micro. On se retrouve dans une marée humaine à Roissy en train de faire la queue et des heures d'attente pour les voyages. On a l'impression quand même que ce pays est en voie de déclassement rapide et malheureusement c'est dommage. Oui, Sophie? Oui, c'est terrible. J'étais en train de penser à Orly parce que c'est pas mieux. Pareil, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Alors, le problème aussi majeur, je reviens toujours à des questions d'entreprise, c'est qu'on trouve personne. Et on a un problème, quel que soit le fonctionnement qu'il peut y avoir, etc. C'est qu'on manque de manutentionnaires, on manque de tout. La masse de travail, on ne travaille pas assez en France. On trouve personne. Il faut arrêter de nous bassiner avec le plein emploi. C'est terrifiant quand un chef d'entreprise en plein emploi, il dit à Pâle. On ne peut pas recruter. Alors, est-ce qu'on peut pas recruter ou oui, mais Paraf qui est en panne, les escalators en panne, les ascenseurs en panne. Quand même, faut pas exagérer. Moi, je peux vous dire que systématiquement, il n'y a pas une fois, donc j'ai arrêté de tweeter, mais il n'y a pas une fois où je rentre de voyage où il n'y a pas un problème de genre, où il n'y a pas des personnes âgées qu'il faut aider à porter leurs valises parce qu'il y a un escalator qui ne fonctionne pas à Orly en particulier ou un. C'est parce qu'il nous repère, Valérie. Non. Et puis cet ami qui est arrivé des États-Unis qui me dit mais c'est invraisemblable. Alors aux États-Unis aussi, il y a des files d'attente, des contrôles, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on a. Et puis on a Madame Hidalgo qui nous annonce des travaux, des chantiers qui vont atteindre des volumes historiques cet été. Donc, on est très contents. On avait déjà. Je sais. Remarquez maintenant, ça nous fait rire, Valérie. Bah ouais. Ça pourrait faire pleurer. Oui, Sophie, Jean-Luc. Au Sky Priorité, vous avez raison. Quand je pense à ces histoires. Alors attendez, Jean-Luc, allez-y, Jean-Luc. Non, mais on parlait des travaux. Finisse, je veux bien. Sophie, on parlait des travaux dans Paris à venir, mais vous vouliez réagir sur quoi? Non, je voulais juste dire que vous avez évoqué le Sky Priority, vous avez raison. Il y a un côté un peu scandaleux. Oui. C'est vraiment le pas. Si on n'est pas en Sky Priority, on se tape, je ne sais pas combien de temps en plus. Oui, c'est ça, c'est riche contre pauvre, totalement. Alors oui, Jean-Luc, sur les travaux dans Paris, vous habitez Marseille. Par rapport au manque d'employés qui pourraient venir travailler dans les aéroports ou ailleurs, faudrait juste penser que si on augmentait un peu les salaires, il est possible qu'un certain nombre de personnes se diraient « Tiens, il y a du travail, je vais aller me proposer. » Sérieusement, dans ce genre de travail, c'est des salaires, des horaires incroyables, normal, ok. Il s'agit de hubs qui travaillent quasiment 18 heures sur 24, si ce n'est plus, ok. Mais c'est vraiment un sujet à ce niveau-là par rapport à l'emploi. Le sujet des salaires est absolument central. C'est ce que disait Marine Le Pen ce matin. Exactement, vous serez content d'être... Excusez-moi, je ne savais pas ce que disait Marine Le Pen. Moi, je ne peux pas laisser dire ça. Alors, Sophie. Nous rêvons d'augmenter les salariés. Arrêtez. D'abord, c'est pas la même chose dans une PME à l'aéroport de Paris. Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'à l'aéroport de Paris est très bien, ce que je ne crois pas. Nous ne pouvons pas actuellement augmenter. Nous avons le coût du travail. Peut-être que c'est très bien, le plus cher d'Europe. Et vous pensez bien que quand on a absolument besoin de recruter quelqu'un, on est prêt à payer plus cher. Eh bien, on ne peut pas.
On peut pas. Il y a des super profits partout, des grandes entreprises, notamment celle dont on parle. Il faut arrêter avec ça. Bon. Évidemment qu'il y a des super Pascal, sur cette question-là, je vais tenter une réconciliation incroyable entre Sophie et Jean-Luc. Je pense que les deux ont raison, parce qu'en tant que chef d'entreprise de PME, je sais à quel point c'est difficile, malheureusement, et bien qu'on le souhaite souvent, peut-être pas tous, mais souvent, augmenter les salaires, vu les taux de charges, etc., et vu les implications sur l'entreprise. En revanche, qu'il y ait des super profits et qu'il y ait de l'argent à aller chercher là, c'est indéniable aussi. Je reviens juste d'un mot sur les infrastructures de notre pays. On ne le signale pas assez. Enfin, moi, j'ai failli faire un coup de cœur ce matin pour l'afflux de touristes. Il paraît qu'on va revenir à peu près au niveau d'avant Covid à Paris. Mais ces gens-là sont d'une résilience, d'une résilience absolument extraordinaire, quoi, et d'un dévouement. Merci à eux pour la France, mais d'arriver dans un pays qui est aujourd'hui, qui offre des infrastructures dignes d'un pays du tiers-monde. Vous parliez d'escalator. Je prends le train 2 fois par semaine à la gare de Bordeaux, à la gare Saint-Jean, qui a été entièrement refaite il y a moins d'une dizaine d'années. Il y a le même escalator qui est en panne depuis 4 ans. Personne ne s'en soucie. Le même escalator. Quand on parle d'un escalator, on parle pas juste de confort pour des gens comme moi qui ont leurs deux jambes, etc. On parle aussi de moyens de se véhiculer pour des personnes handicapées, etc., ou des personnes âgées avec des lourdes valises. On instaure aujourd'hui le contrôle technique pour les motos, mais vous avez vu l'état des routes pour circuler quand on est à 2 roues, qu'on contrôle d'abord l'état des routes avant d'imposer le contrôle des motos. Enfin, on prend tout par le mauvais bout. Et effectivement, la perspective des Jeux Olympiques est juste effrayante, malheureusement. Mais il faut absolument fuir Paris l'année prochaine, mais fuir cette ville au mois de juillet, non? Oui, absolument. Jean-Luc, vous disiez? Non, je veux revenir sur le contrôle des motos. L'État français est obligé d'adopter la directive européenne ou la réglementation européenne, et la Commission européenne a dit à la France qu'on était obligé de faire le contrôle des motos. Je suis assez d'accord par rapport au contrôle des motos sur le fait que les gens qui ont des motos, je parle des motos, des motards, font extrêmement attention à leur matériel, plus que sur une voiture et plus que sur tout autre objet de circulation. Bon. Mais cette obligation ne vient pas de la France. Sophie, vous, c'était un coup de gueule? Oui, alors je vais me faire mal voir, mais tant pis. Je faisais un coup de gueule contre personnel, que personne ne se sente vraiment visé, mais contre le laisser-aller et la laideur ambiante dans la façon de se vêtir, de ne pas se vêtir. Et ça va avec, vous savez, il y avait Separt qui disait on est toujours vêtu de son comportement, mais inversement, quand on a un certain comportement, ça correspond aussi aux vêtements. Je pense qu'on voit de plus en plus tous les estomacs sont à l'air, parce qu'il faut avoir l'estomac à l'air, c'est à la mode. Les bourrelets qui vont avec, d'ailleurs, c'est normal. On a le droit d'avoir des bourrelets et de les montrer. On se balade en cycliste. J'étais en train de penser à l'aéroport, Valérie, vous parliez de ça, j'y étais il n'y a pas si longtemps. Il y avait des filles dans l'aéroport, j'étais absolument stupéfaite. Elles étaient en collant on met ça et on hésite encore quand on va suivre un cours de gym. Je vous parle aussi, et là, j'ose pas, pardon chers auditeurs, mais la mode des tatouages, ça devient terrifiant. Je vois des jeunes femmes qui sont tatouées du bout des doigts jusqu'en haut du cou, et j'ai peur pour elles, et je me demande comment on les fassera un jour et ce qui se passera, et je trouve ça assez terrible. Je trouve qu'on a une mode trash, que même les grands couturiers sont très responsables. Je veux dire, quand on voit des marques qui vendent des jeans, plus il y a de trous, plus le jean est brûlé, plus il est cher. Quand on voit Balenciaga qui vend des crocs orange avec des talons absolument immonde. Oui, mais c'est fait pour ça, c'est fait pour que vous en parliez, donc ils sont très contents. Voilà, j'ai cité Balenciaga, mais tant pis, mais Balenciaga, je vous aimais beaucoup, maintenant c'est fini. Donc, je crois que maintenant, c'est la haute couture qui suit la rue. Et quand je dis la rue, c'est pas du tout méprisant, parce que elle est inventive et il y a des formidables moyens.
plus on peut être élégant aujourd'hui, je ne citerai pas les marques, en s'habillant pour 40 €, on a des trucs formidables, des vestes, des robes. Mais on va vous dire que vous êtes réac et old school, Sophie. C'est plus l'air du temps. Il y a une majorité silencieuse qui pense que l'élégance c'est quelque chose. Il y a vraiment, et alors c'est étonnant aussi la différence entre les femmes et les hommes. Vous voyez des femmes élégantes et qui se baladent avec un type qui est en tongs, avec un short et qui vont au restaurant ensemble. Vous savez, la façon de paraître est quelque chose qui est important pour l'esthétique, pour la façon de se mouvoir, etc. Oui, je suis ringarde aujourd'hui, allez-y, vous pouvez. Vous êtes la caricature de l'ancien monde, vous dit une auditrice, et on s'habille comme on veut. Voilà, on va. C'est ce qu'on veut, où on veut, voilà. Et c'est normal. Mais là où vous avez raison, c'est que quand on va se présenter à un employeur, parfois, on a perdu les codes. Certains ont perdu les codes de la bienséance qui continue. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Elisabeth Borne, Marlène Schiappa, les titres des séjours sur les métiers en tension, justement. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, quelques mots peut-être sur ce qui est en train en ce moment même de se passer, à savoir l'audition pour le fonds Marianne par les sénateurs de Mohamed Sifawi, qui donc est accusé, en tout cas soupçonné d'avoir touché des subventions pour un travail qu'il n'aurait pas fourni, et Marlène Schiappa, qui hier était entendue elle-même par les sénateurs. Écoutez, c'est un petit résumé d'un certain nombre de ses réponses. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas en tête la totalité des noms ou des visages des gens qui ont pris part à ce projet. J'ai pas souvenir de les avoir reçus, mais ça veut pas dire que ce soit impossible. Moi, j'ai pas souvenir, je n'avais aucun souvenir. Très sincèrement, Monsieur le Président, j'en ai pas souvenir. Je ne le savais pas, je n'en ai pas connaissance. Aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je retrouve dans les échanges... Ce qu'on vous dit, madame, c'est ce que vous savez quand même. Vous oubliez pas tout de votre vie quand même. Voilà. Donc je ne sais pas. Et en ce moment, Mohamed Sifawi est en train de se faire passer pour une victime. Moi, je ne vois pas, mais c'est une auditrice, Véronique, qui me dit il est interrogé, il est méprisant, arrogant envers les sénateurs et joue la victime. Et pour avoir vu quelques extraits passés, effectivement, il est en train de plaider pour la lutte contre l'islamisme, ce qui n'est pas le sujet du tout. Mais c'est vrai que ça pose la question de la responsabilité de Marlène Schiappa, qui visiblement n'a plus connaissance de rien. Je vous signale que Claude Rénal, qui est le président de la commission, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. Oui. Elle est dans la défausse. Oui. Elle est dans la défausse absolue, donc tout le monde est responsable sauf elle. Son cabinet, elle ne sait pas comment ça se passe. Le malheureux préfet Christian Gravel, qui est un vrai militant de la laïcité, depuis toujours a servi de fusible facile dans cette histoire, alors que c'est quelqu'un de profondément bien. Voilà, elle sait rien. C'est un peu facile. Ce que je note, c'est quand même encore une fois l'excellence des commissions sénatoriales. On l'avait vu au moment de l'affaire Benalla. On le revoit avec le fonds Marianne. Ce sont des gens sérieux, qui travaillent sérieusement, qui posent de bonnes questions. C'est pas, je défends pas un bord politique ou un autre en disant ça. Je défends le travail du Sénat. Oui, non, mais vous avez raison. Oui, Jean-Luc Benamias. Comme j'ai du temps, puisque je suis un peu à la retraite, j'ai regardé pendant 3 heures l'audition. Ça a duré 3 heures, c'était long. Et que c'était en direct sur la chaîne du Sénat. J'ai trouvé effectivement les sénateurs, il y en avait un de droite, il y en avait un de gauche, enfin c'était ceux qui dirigeaient l'audition. Et d'autres sénateurs qui étaient présents dans la salle. La façon dont Marlène Schiappa répondait en disant c'est pas moi, non je ne savais pas, en fait c'est mon cabinet, et ceci et cela, c'était terrible pour elle d'ailleurs, ça tenait pas la route une seconde, c'est-à-dire qu'elle n'assumait pas le fait qu'elle était quand même à l'origine, avec le poids du gouvernement, de ce fonds Marianne. Voilà. C'est terrifiant parce que globalement, elle peut pas s'en sortir avec cette affaire. Ça va lui courir après pendant très longtemps. J'ai du mal à comprendre comment elle puisse encore rester ministre.
Oui, je pense qu'on va en reparler. Il y a un remaniement qui est en cours. Mais c'est vrai qu'elle répond à côté. Hier, elle a fait référence au rapport de l'IGA qui, selon elle, la dédouane. Et il y a un sénateur socialiste qui lui a dit que l'IGA n'est pas habilité à juger d'une responsabilité politique, mais simplement du respect du processus administratif. Donc, il y a une nuance et il y a effectivement une responsabilité politique, visiblement. Pascal Bataille. Je voulais interroger Geneviève et Jean-Luc qui sont plus connaisseurs que moi des techniques et des de communication. Des sujets de la chose politique aujourd'hui. Quel est le pouvoir aujourd'hui d'une commission sénatoriale par rapport à effectivement à la mise en cause d'un ministre? C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous le disiez Valérie, il y a un vrai problème de responsabilité globalement de nos politiques. Le travail, Geneviève le soulignait, justement des commissions est souvent excellent, mais en quoi et comment est-il suivi des faits? Ouais. Est-ce que oui? Il est où il n'est pas. Vous pouvez ensuite avoir des poursuites contre elle, qui peuvent s'appuyer sur ce qui va ressortir d'un travail parlementaire, mais il n'y a pas d'automaticité. Sophie, vous aviez une réponse? C'est beaucoup plus grave que ça. Je trouve que ce qui ressort de ça, c'est une forme d'inadéquation des personnalités des ministres qui sont en place. C'est une forme d'incompétence totale. Et puis, ça va loin. Souvenez-vous du « je suis responsable mais pas coupable ». En France, on se renvoie la balle indéfiniment. Personne n'est vraiment responsable. Et il y a quelque chose qui est très vrai qu'elle a dit, et je l'ai vécu moi en tant que chef d'entreprise avec la ministre de l'Emploi à l'époque, où on m'avait fait revenir par recours hiérarchique auprès de la ministre, une déléguée syndicale CGT, voilée chez moi, enfin un truc de dingue, et où elle disait « mais j'ai jamais vu la lettre ». Donc c'est vrai, les ministres ne voient pas tout. Ils ne voient pas. Les cabinets font un travail, alors ils la consultent ou pas. Les cabinets eux-mêmes ne sont jamais responsables de rien. Il se passe un phénomène en ce moment d'ailleurs particulier. Vous ne pouvez plus avoir personne au sein d'un cabinet ministériel, même au sein d'un mouvement patronal. On vous dit non, il faut leur écrire. Alors on s'est renseigné, on l'a demandé ce qui se passait au Standard. On a travaillé avec certains ministères. Ils nous ont dit qu'ils en ont marre de se faire engueuler. Et ils ne prennent pas les gens au téléphone. Bon, ça c'est une parenthèse quand même sur l'ambiance actuelle. Ouais. Je trouve que Marlène Schiappa, avec tout ce qui est accumulé de dysfonctionnement, on ne lui en veut pas, elle a quelque chose de sympathique. Mais non, elle est ministre, Sophie, c'est pas une copine. Enfin, je veux dire, on ne lui en veut pas, elle est sympathique, ce n'est pas un argument. Elle ne devrait pas être là. D'ailleurs, l'est-elle? Non. Oui, l'est-elle vraiment sympathique? C'est une question, pose Geneviève. Mais le problème, c'est qu'elle fait, comme vous le savez, beaucoup d'autres choses. Elle écrit un bouquin toutes les 3 semaines. Elle est partout au niveau médiatique. Non, elle ne peut pas dire qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de ça. C'était même son travail. C'était une idée tout à fait sympathique de ce fonds Marianne par rapport à la lutte contre l'islamisme intégriste et l'islamo-fascisme, comme je l'appelle moi. Donc, à ce niveau-là, cette histoire de fonds était peut-être totalement nécessaire. Ouais. Ça tombe maintenant en désuétude parce que, globalement, on s'aperçoit que, et ça se voit avec l'audition de ce matin, les associations choisies, il y en avait sans doute qui étaient très bien et d'autres qui n'étaient pas du tout adéquates. C'est bien le fond du problème. Oui, c'est le fond du problème. Sur une idée indispensable de voir comment les associations laïques aidaient à la lutte contre l'islamo-fascisme, on arrive à un truc qui n'a plus aucun sens et dont on s'aperçoit que certaines associations n'existaient même pas. Enfin, avaient une existence de quelques jours. C'est là où effectivement ça pose question et qu'on peut s'interroger sur l'intérêt que la ministre a porté à ces associations. On peut pas dire j'étais pas au courant. C'est quand même des chiffres qui pour certaines, notamment celle de ce matin, de l'émission de ce matin, c'est du 300 000 euros. Ouais, 300 000 euros. Ouais.
Oui, absolument. Revenir, vous parlez de terrorisme, etc. Ce matin, je crois que c'était aussi dans le Figaro. Oui, c'est ça. Le djihadisme reste la menace la plus importante en matière de terrorisme en Europe. Et c'est une réponse que je referai à Aymeric Caron, qui était ici il y a une semaine, et j'ai pas digéré du tout ce qu'il a dit, parce qu'on balance des choses comme ça sur les ondes, sans aucune... il a dit que c'était l'extrême droite qui était... Alors, j'ai aucune sympathie pour l'extrême droite, mais de dire des choses aussi fausses que de dire les services secrets disent que que c'est l'extrême droite qui est aujourd'hui la plus grosse menace en matière de terrorisme. Non, j'encourage Aymeric Caron à revoir ses sources et à pas raconter de choses fausses comme celle-là. Cet article du Figaro ce matin est tout à fait édifiant, et c'est une vraie menace. C'est le rapport d'Europol. Nombre d'interpellations liées à l'islamisme reste extrêmement élevé en 2022. Donc, il suffit de voir aujourd'hui la reconstruction de Daesh. Bien sûr. J'ai vu un documentaire comme beaucoup d'autres, enfin un reportage sur les milliers de prisonniers qui sont encore gardés par les Kurdes du sud, du nord de la Syrie. Ils sont en train de se reconstituer. Et pas uniquement en Syrie, mais on le sait bien dans une grande partie de l'Afrique, notamment au Mali et au Tchad. Et en Afghanistan, pays qu'on oublie totalement, qu'on oublie absolument, où il y a des camps d'entraînement et personne n'en parle. Donc, on a dévié sans dévier de notre sujet, mais ça nous amène peut-être sur le remaniement. Alors, est-ce que ça n'intéresse que les médias? Je ne sais pas. En tout cas, visiblement, Geneviève, le président consulte. Alors, ce matin, je voyais également, je crois que c'était aussi, je lis tous les journaux le matin, mais c'était dans le Figaro encore une fois, que François Bayrou s'opposait à un rapprochement avec les LR. Mais en a-t-il les moyens, les moyens de s'opposer à quoi que ce soit, François Bayrou? Sauf qu'effectivement, on voit bien que Emmanuel Macron prend son temps, comme toujours, mais qu'il consulte. C'est normal, c'est la règle de consulter avant de remanier. Donc la question qui se pose à lui, c'est sa seule possibilité d'ouverture, c'est effectivement vers LR. On est bien d'accord. Après, est-ce que ça va se traduire encore par une forme de débauchage individuel, continuer le grignotage qu'il a entamé depuis le début de son premier quinquennat, ou est-ce qu'il peut amener LR dans la majorité? Mais ça, j'y crois pas du tout. Quel serait l'intérêt de LR aujourd'hui d'aller épauler Emmanuel Macron? Absolument aucun. Donc c'est toute la limite de l'exercice. Et comment arriver à faire de ce remaniement un événement qui fasse redémarrer la machine, qui redonne un peu d'oxygène à la Macronie? Je vois pas. C'est pourquoi il va beaucoup consulter, il va beaucoup réfléchir, et puis à un moment, il va essayer de trouver le... On va y revenir, Sophie, je vous donne la parole. L'homme ou la femme miracle. Tout de suite après la pub, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio. Donc Sophie, on ne vous a pas entendu sur le remaniement possible, éventuel, probable, à quelle échéance, avec qui? Alors, d'abord, il faudrait changer la personnalité du président de la République si ça devait avoir une importance quelconque dans la gestion de la France. S'il nomme un Premier ministre avec une personnalité forte et qui a des convictions, il va falloir que le président de la République s'efface. C'est pas possible. Or, on sait très bien que toutes les décisions viennent de lui. Deuxième point, je ne suis pas du tout d'accord avec Elisabeth Borne, qui est une femme de gauche, tout à fait estimable, courageuse, qui fait le boulot, qui a une assemblée ingérable. J'ai une certaine admiration pour elle et je suis d'accord sur rien. Troisième point, on est en train de mélanger un changement de gouvernement avec ce dont la France a besoin, en l'occurrence une loi sur l'immigration, en l'occurrence des changements, des simplifications, etc. Il y a tout à faire dans ce pays, rien n'est fait, et un changement de Premier ministre, il ne change rien. Je suis en train de voir en ce moment, je suis complètement concernée par ça. Elisabeth Borne en parlait encore ce matin dans Figaro. On est en train de voir, et LR, qui est incapable d'avoir une position là-dessus, nous avons besoin, nous, chefs d'entreprise, des gens qui sont en France, qui sont dans nos entreprises et qui bossent, et on a besoin qu'ils aient un permis de séjour le temps qu'ils travaillent. C'est fondamental pour le pays, c'est éthique.
parce que ce sont des gens bien qui sont intégrés dans nos boîtes, et on est en train de nous raconter, c'est un appel d'air, on peut pas, on le fera, on le fera pas. On est incapable de faire preuve de bon sens et de rationalité. Je trouve monstrueux de vouloir virer tout le monde sous prétexte qu'ils n'ont pas de permis de séjour. Il faut commencer par faire un véritable contrôle, renvoyer ceux qui sont là de façon illégale, ceux qui bossent, fichez-leur la paix, donnez-leur la possibilité de continuer à bosser. Et ça, c'est quelque chose de basique, incapable d'être mis en place, avec LR qui n'a pas de position, qui veut non, surtout pas, oui peut-être, Renaissance, non pas. Et quant à Marine Le Pen, quoi qu'elle dise, les choses les plus sensées, parce qu'il y a quand même des propositions, je suis désolée, j'ai regardé, dans le Rassemblement national, là, c'est même pas la peine, elles n'émergent pas, les propositions, parce que c'est LR. Donc, non, dès qu'on en parle, on dit non, mais je suis pas d'accord avec eux. Ok, moi non plus, mais je suis pas d'accord non plus ni avec Mélenchon, ni avec ce qui se passe actuellement. Parce que LR est dans une... Pardon, je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que LR est dans une espèce de course à l'échalote avec le Rassemblement national, et parce que le débat sur l'immigration est aujourd'hui purement sécuritaire et identitaire, alors qu'effectivement, il y a dans les entreprises des gens qui bossent, très clairement, et qu'il faudrait régulariser, c'est une évidence. Régulariser ceux qui sont dans l'emploi au lieu d'aller chercher ailleurs, autour de métiers en tension, de nouvelles personnes. Voilà, donc ces gens-là travaillent, ils sont intégrés, pourquoi ne pas les régulariser ? Oui, Pascal. Oui, il faut sortir de l'idéologique et être dans le pragmatisme et puis le concret et l'efficacité. Mais malheureusement, là encore, c'est un sujet sur lequel c'est difficile apparemment de mettre en œuvre une politique un petit peu claire et un petit peu, oui, juste réaliste. Réaliste. Ouais. Jean-Luc, donc là on aborde la question effectivement de ce plan que va proposer la Première ministre pour réduire les tensions sur le recrutement. Et donc, pourquoi ne pas effectivement autoriser les gens qui sont en situation transitoire, voire illégale, d'obtenir des titres de séjour? C'est une politique qui a déjà existé dans plusieurs gouvernements avec plusieurs présidents. Ouais. C'est largement faisable et c'est même indispensable. Après, moi, les histoires d'emploi en tension, sur le fait qu'on ferait venir des gens pour quelques mois ou quelques années, tout ça me paraît largement infaisable. Ce qui est faisable, c'est de faire avec les migrants qui sont chez nous et qui cherchent du travail et qui donc qui sont déjà au travail dans plein de boîtes, de manière légale et parfois de manière illégale. Il faut aller vers une période de régularisation par rapport à tous ces emplois. Mais c'est complexe parce qu'encore une fois, le niveau des salaires, je le rappelle régulièrement, n'est pas forcément à la hauteur des emplois qui sont créés. Il y a un SMIC. Bah oui, il y a un SMIC. Mais essayez de vivre en ville, dans nos différentes villes avec un SMIC. Enfin, soyons sérieux. Le prix du loyer, et notamment les histoires de tension par rapport à toutes les villes qui accueillent, et heureusement qu'elles accueillent du tourisme, où le prix du loyer est à peu près à la moitié du SMIC. Enfin, on voit bien ça sur les travailleurs saisonniers. C'est bien une grande difficulté aujourd'hui pour les employeurs, pour les TPE et pour les PME, de voir comment, dans le travail saisonnier, comment on fait venir des gens pour qu'ils arrivent à gagner leur vie et à se loger. Il n'y a pas de réponse simple, hein, mais c'est une vraie question. Oui. Sophie ? Je suis d'accord, je l'ai encore dit, et on a envie de les payer, ne serait-ce que pour les faire venir. Si on dit que les patrons sont égoïstes, ne serait-ce que pour ça, on voudrait les payer, parce qu'ils sont métiers, etc. Alors maintenant, il y a quand même une masse de travail insuffisante en France, et ça, il faut le voir. On ne travaille pas assez, on travaille moins qu'ailleurs. On est le pays qui travaillons le plus d'heures en Europe, le pays qui a le plus d'horaires de travail en Europe. Regardez, il y a une masse de travail insuffisante. On est en train de discuter à Bruxelles de passer à la semaine de 4 jours, excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, Sophie, il va falloir bosser 6 jours sur 7. Non, la masse de travail. Ne discute pas de la semaine de 4 jours. Enfin, d'où vous sortez ça? On en discute ou pas? J'ai été 10 ans député européen. Faut faire attention avec ça. La Commission européenne, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, le Parlement européen discutent de manière élaborée par rapport à un certain nombre de conditions. Cette histoire de semaine de 4 jours, pourquoi pas dans certains secteurs, notamment l'Allemagne, est capable de faire la semaine de 4 jours. Ça dépend des pays, ça dépend des boulots, ça dépend des employeurs.
Mais l'Europe ne travaille pas sur la semaine de 4 jours. Enfin, l'Union européenne et le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen, c'est pas hors sol. Je pense qu'elle ferait bien de réfléchir à autre chose. Oui, mais certains disent que c'est un appel d'air aussi pour les migrants, de dire, bah voilà, vous allez trouver du boulot. Vous allez trouver du boulot si vous acceptez de travailler. Donc c'est aussi l'argument qui est apporté contre. Valérie, l'appel d'air, on a focalisé là-dessus, l'appel d'air. L'appel d'air a travaillé. Oui, c'est vrai, il y a un appel d'air. Il y a des pays qui crèvent de faim. Il y a des gens qui se noient. Par milliers pour arriver là, c'est vrai, il y a un appel d'air parce qu'on est des pays où on est soigné gratuitement complètement, on soigne n'importe qui gratuitement, peut-être qu'on peut s'en réjouir, mais on n'a pas les moyens pour l'instant. Et donc, c'est vrai, il y a des appels d'air. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de raisonner avec bon sens et étudier les cas par cas ce qui se passe. Commencer effectivement par régulariser des gens qui ont du boulot dont on est content et qui sont illégalement mais légalement dans une entreprise, et il faut prendre les choses avec sérieux. On est en train d'élaborer des idéologies de plus en plus compliquées en montrant du doigt les conditions de travail, en vous expliquant. Moi, je veux bien donner un sens au travail. Évidemment qu'il faut donner un sens au travail. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu soi-même aussi à chercher le sens qu'on veut donner à son travail? Les entreprises, on fait ce qu'on peut pour leur donner du sens. On voudrait déjà les garder, déjà les augmenter, et déjà que nos boîtes marchent. Donc je suis un peu fatiguée de ce vocabulaire qui veut rien dire et qui n'aboutit à rien. Oui, ce qui est intéressant. Alors, attendez Jean-Luc, il y a Pascal qui veut répondre. Pardon, Valérie. Allez-y. Ce qui est intéressant, très rapidement, Jean-Luc, ce qui est intéressant dans ce qu'il est en train de se dire là, c'est qu'on voit à quel point en fait tout est lié. Les migrants qui se noient, et dont on devait parler aussi ce matin, la situation de l'emploi dans notre pays, la problématique de l'immigration, tout ça c'est lié. Et à quel point on manque d'une réflexion globale, d'une vision macro là-dessus, qui permettrait effectivement, en essayant de prendre de la hauteur et de voir le problème dans son ensemble, de résoudre un certain nombre de ces situations qui, prises une par une, sont insolubles. On le voit bien. Et alors que, effectivement, ça demande une vision générale du sujet. Les 20 000 migrants qui se sont noyés depuis 2014, je rappelle, juste pour, comme ça, donner un ordre d'idée, que c'est 6 fois le 11 septembre. Est-ce qu'on met autant de moyens dans la solution de ce problème que dans la lutte contre le terrorisme? Mais quelle solution? Justement, parlons de ces migrants qui savent qu'ils risquent la mort. Ils le savent quand ils embarquent sur ces bateaux. Donc la mort ne leur fait pas peur et ils préfèrent le mirage ou en tout cas la possibilité d'une vie meilleure en Europe plutôt que de rester dans leur pays. Jean-Luc. La question les migrants viennent pourquoi? Pour plusieurs raisons. Une raison, la pauvreté. Une autre raison, des situations de guerre dans les pays dans lesquels ils vivent. Une troisième raison qu'on aura à gérer dans les années qui viennent, le changement climatique. Et donc, le climat, évidemment. Et donc, dans ce cadre-là, c'est la réponse qu'on peut apporter n'est pas uniquement la réponse de l'emploi. C'est la réponse de voir comment on aide les pays en crise, tous ces pays en crise, et ils sont malheureusement extrêmement nombreux, ils le seront de plus en plus, à voir comment on peut les aider à ce que ces personnes restent. Alors quand je dis ça, restent dans leur pays. Quand je dis ça, évidemment, la résolution est extrêmement délicate et difficile. Mais les migrants ne viennent pas par plaisir. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est même pas une question de travail, c'est une question de survie. Oui, Geneviève, c'est le cas de beaucoup d'Africains aussi qui viennent. On est face à un problème effectivement extrêmement complexe et auquel les politiques aujourd'hui apportent des réponses trop simples et trop caricaturales. Effectivement, c'est un problème à la fois de développement, c'est un problème de sécurité, c'est un problème économique, c'est un problème climatique. Donc, on peut pas avoir une réponse simple, une réponse facile, une réponse immédiate à un questionnement aussi large. Et malheureusement, on a aujourd'hui partout en Europe un raidissement sur ces questions, alors qu'il faudrait à l'inverse faire preuve de réflexion, s'asseoir, se poser, d'humanité évidemment, mais on n'empêchera jamais des gens d'un pays en guerre ou des gens qui crèvent de faim ou des gens qui de toute façon ne pourront plus vivre chez eux pour des raisons climatiques, d'aspirer à un avenir meilleur et de vouloir venir chez nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'à un moment on sera dans un tel état de raidissement qu'on leur tirera dessus? Certains sont pas loin de ça dans ce que j'entends comme réflexion, en tout cas comme approche
Évidemment, ils ne le disent pas comme ça, mais donc c'est un problème qu'il faut absolument s'asseoir, y réfléchir de manière calme, mais malheureusement, aujourd'hui, on est complètement à l'inverse de ça dans la réflexion partout en Europe. Et attendons de voir ce qui va sortir des prochaines élections européennes partout en Europe. On a l'impression que l'Europe se raidit, met des barrières à ses frontières, refuse toute politique migratoire, n'a pas de politique migratoire réellement raisonnée et qui prenne en compte tous les aspects de cette problématique. Ouais. Plus c'est compliqué, plus il faut être calme. Et plus il faut savoir raisonner, et moins il faut avoir de réponses lapidaires, et c'est tout l'inverse. Sauf qu'on n'est pas seul non plus dans cette situation, et que l'Europe, regardez Giorgia Meloni qui a été obligée aussi quand elle est arrivée au pouvoir, elle n'a pas exactement appliqué ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, parce qu'elle est confrontée à une réalité. Donc Sophie, vous seriez favorable à ce qu'on fasse évoluer ces titres de séjour pour les métiers en tension? Oui, alors, métiers en tension, ils sont partout. Alors lesquels? Oui, c'est ça. Ce qui a été dit effectivement sur on ne peut pas saucissonner et traiter les choses cas par cas, je pense quand même que si. Évidemment qu'il faut une vision que personne ne peut avoir, parce qu'en plus il va y avoir le réchauffement climatique et que dans 50 ans on sera envahi d'une façon ou d'une autre et on n'y pourra rien, c'est vrai, il y a des questions humanitaires, mais au-delà de la vision d'une politique migratoire, il y a la façon de traiter, nous, en France, au coin de la rue, la façon dont on peut améliorer l'emploi, intégrer des gens qui sont sur notre territoire et de toute façon on ne va pas renvoyer. Et je voudrais revenir sur un truc aberrant. Figurez-vous que pour avoir des papiers en France, il faut avoir travaillé 2 ans. L'État français, mais je lance un appel, on l'a lancé à Éthique avec la CGT, l'État français vous dit... Vous, monsieur qui êtes émigré illégalement sur notre territoire, si vous pouvez prouver que vous avez travaillé 2 ans, vous aurez des papiers. Enfin, on est devenus fous. On les incite à travailler de façon illégale pour leur filer des papiers. Je veux dire, quand est-ce qu'on va arrêter ça, c'est une honte absolue. Je pense qu'il y a quand même des problèmes à traiter très concrets. Quand vous avez des chefs d'entreprise qui sont convoqués devant le tribunal parce qu'ils déclarent, ils paient les charges, les salariés paient les charges, ils sont contents du type qui bosse depuis 2 ans et qu'on va faire virer le mec et que le chef d'entreprise a une amende gigantesque, expliquez-moi quelle est la logique. Il faut donner des papiers, le temps du contrat au moins. Ça se fait aux États-Unis, dans plein de pays. Et puis là, c'est une question de bon sens. Je veux même pas, c'est pas une question politique. Je veux dire, n'importe qui d'un peu sensé et de bonne foi dirait oui, il faut faire ça d'abord. Ouais. Merci à tous les 4. Dans un instant, on va fêter la radio. Et oui, c'est la fête de la radio. Et nous, on est très heureux parce que vous êtes très nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux. Déjà, la chaîne YouTube rassemble 800 000 auditeurs. Donc, on est content de vous avoir avec nous, de votre confiance. Et on se retrouve donc dans un instant avec Hervé Gaucho, l'un des sages non plus du CSA, maintenant de l'ARCOM. À tout de suite.